Salam alaikum. Alors on va commencer une petite formation sur l'échographie. Salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Alors on va commencer une petite série de vidéos sur l'échographie, donc notamment en réanimation, qui va commencer par des bases physiques, donc des ultrasons, c'est-à-dire comment les images sont produites, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir une meilleure image, certains réglages donc de base de l'échographe, etc. Puis on va entamer, Inch'Allah, le fast echo, puis l'échographie pulmonaire. Puis on va parler sur la LR écho-guidée, membre inférieur, membre supérieur, le tronc. On va parler surtout sur les blocs les plus connus et les plus... Alors, les blocs donc, qui sont intéressants surtout pour les débutants, c'est-à-dire les blocs connus pour commencer avec. Puis on va parler sur tout ce qui est échocardiographie, c'est-à-dire les principes de base donc des coupes de l'écho-cœur, etc. Et bien sûr, comme tout cours, on doit commencer par les bases. Il faut savoir donc, c'est en quelque sorte chapitre un peu trop négligé par la plupart des gens, or que il est très important et il est fondamental. Si on comprend bien les principes et les bases physiques des ultrasons, on pourra comprendre et déduire plusieurs phénomènes qu'on voit en échographie qu'on n'a pas compris avant. On va commencer alors en suivant le plan suivant, donc introduction, découverte, c'est-à-dire un peu d'historique, on va pas s'étaler sur ça, l'évolution, les principes physiques, donc c'est ça ce qui nous intéresse encore donc le plus sur ce cours, mais aussi on va parler sur les sondes d'échographie. Il faut connaître bien sûr les principales sondes qu'on utilise en échographie. On va parler un peu donc sur ce que j'ai appelé l'orientation de l'espace, c'est-à-dire c'est en quelque sorte comment construire notre image 3D dans la tête, dans notre tête. Ça aide beaucoup à imaginer ce qui se passe en quelque sorte avec notre échographe. Et puis on va terminer bien sûr avec une conclusion. On va commencer par l'introduction. Il faut savoir que le son est mesuré par une fréquence. Il est mesuré en unité qu'on appelle le Hertz. Il y a ce qu'on appelle le champ auditif humain, comme vous le voyez ici donc en orange. Il est compris entre 20 et 20 GHz, c'est-à-dire entre 20 et 20 000 Hz. C'est en quelque sorte le champ où l'être humain peut entendre les différents sons avec les différentes fréquences. Il y a ce qu'on appelle les infrasons, c'est-à-dire c'est des sons entre 0 et 20 Hz. Certains animaux peut les entendre comme l'éléphant. Et il y a ce qu'on appelle les ultrasons. Dans notre cas, c'est les ultrasons qui nous intéressent. Il y a les ultrasons donc, qui dépassent les 20 000 Hz. Il y a certains animaux quand même qui peuvent les entendre. Comme vous voyez ici, donc le chien qui peut entendre entre 20 000 et 40 000, etc. Mais il y a ce qu'on appelle les ultrasons qui sont utilisés en domaine médical dans les échographies. Il faut savoir que ces derniers dépassent le 1 MHz, c'est-à-dire ils dépassent 1 million de Hertz. Il faut savoir qu'il a été utilisé déjà avant que ce soit utilisé dans le domaine médical en échographie, il a été utilisé déjà dans les sous-marins, donc pour détecter les différents, parce que comme vous savez, les sous-marins ils naviguent donc à l'aveugle. Donc ils utilisent ces ultrasons avec donc les ondes émises et les ondes requises pour détecter les différents obstacles sur leur chemin. Il faut savoir aussi un truc, que le son ne se propage pas dans le vide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si on a une chambre par exemple vide, il ne faut pas confondre le vide et l'air. Le vide,
L'air n'est pas un vide. Le vide, c'est-à-dire il n'y a rien du tout. S'il y a une chambre vide, si on y met un son, il ne va pas se propager. Donc l'autre, en quelque sorte, il ne va pas... Alors pardon, docteur Manadi vient de m'interrompre. On continue. Comme j'ai dit, donc le son ne se propage pas dans le vide. S'il y a quelqu'un, on met donc quelqu'un dans une chambre en quelque sorte vide, malgré, bon, en réalité, ça ne peut pas exister sauf dans certains cas, il ne va rien entendre. Parce que, comme on va voir, Inch'Allah, c'est le son, il se propage dans un milieu. Parce que le son, en quelque sorte, il constitue des compressions et des décompressions de cette, en quelque sorte, de cet air ou bien de ce liquide qui va permettre la propagation de ce son. Mais dans le vide, c'est un vide, il n'y a rien, donc il n'y a rien qui peut se comprimer ou bien se décomprimer pour que le son puisse se propager. On va dire un petit mot sur l'échographie et l'anesthésiste réanimateur. Alors, je ne trouve pas beaucoup de mots, je trouve juste un seul mot. Il faut qu'ils soient best friends. Il faut qu'ils soient des meilleurs amis. Parce que l'échographie, comme genre, au contraire des autres examens complémentaires, il peut être donc effectué au lit du malade, vite, qu'on peut reprendre à chaque fois qu'on veut et qui peut explorer la quasi-totalité de l'organisme. Et c'est par définition donc le malade de réanimation, c'est un malade qu'on ne peut pas se permettre de déplacer tout le temps, qui nécessite donc des réévaluations donc fréquentes, etc. Et qui présentent des maladies donc qui peut toucher les différents organes. Donc l'échographie est à connaître par le médecin anesthésiste réanimateur, surtout dans l'époque qu'on est en train de vivre. En quelque sorte, l'échographie a tendance à remplacer quasiment l'examen clinique. Mais il faut savoir que l'examen clinique, bien sûr, reste toujours fondamental. Il faut juste le coupler à l'échographie et ne pas l'oublier. On va parler maintenant sur la découverte. Alors, la découverte, donc en quelque sorte, les ultrasons, ils étaient bien connus avant, comme on a dit, par les sous-marins, etc. Mais en 1880, Pierre et Jacques Curie, ils ont découvert ce qu'on appelle la piézoélectricité. C'est ça, en quelque sorte, qui a révolutionné l'échographie. Alors, c'est quoi la piézoélectricité? Il faut savoir qu'avant, c'était des cristaux naturels, c'est-à-dire des cristaux retrouvés dans le... Alors, la piézoélectricité, c'est... Je reviens à la piézoélectricité. Donc, la piézoélectricité, c'est un phénomène que lorsqu'on met une force électrique sur un cristal, il va émettre une force mécanique. Cette force mécanique, c'est quoi? C'est les ultrasons. Comme on a dit tout à l'heure, les ultrasons, c'est une compression. Le son, c'est une compression et décompression de l'air, ou de liquide, ou autre. Donc, quand on émet un courant électrique, ce qui est donc notre électricité, dans un cristal, il va émettre une force mécanique. Le contraire est vrai. C'est-à-dire que les ondes envoyées, elles vont revenir à notre cristal. Notre cristal, il va les interpréter, en quelque sorte. Donc le cristal, il va renvoyer une force électrique qui va revenir à notre échographe et qui va nous montrer les différentes images qu'on va voir. On va voir ça un peu plus en détail dans la suite. Mais il faut savoir qu'avant, au début, les cristaux, ils étaient naturels. Maintenant, ils sont en quelque sorte industriels. Ils ne sont pas naturels. Alors, ça, c'est une petite démonstration. Donc, on a une force physique, c'est-à-dire les ultrasons, et on a une force électrique, c'est-à-dire l'électricité. Et au milieu, on a le cristal. Si on met une force électrique, elle va
construire une force physique, et puis la force physique qui revient, parce que le principe des ultrasons, c'est ça. Donc elle va partir, quand elle bute contre un organe, un organisme, une pierre ou tout autre, un os, du liquide, je ne sais pas, elle va revenir à un autre cristal. Puis le cristal, il va les interpréter et il va former une autre force électrique. Donc la force électrique, elle va être interprétée par la machine d'échographie et nous donner les différentes images. Donc là, on a schématisé juste que la force électrique. Donc celle-là, c'est la force électrique. En quelque sorte, c'est l'électricité. Puis, ici, c'est notre cristal. Bon, il faut savoir qu'il y a beaucoup de cristaux, pas un seul cristal. Là, c'est des microcristaux qui sont alignés l'un avec l'autre. C'est ce qui constitue la partie grisâtre de l'échographe et qui est la partie en quelque sorte vitale de l'échographe qu'il faut toujours donc mettre à l'abri. Et parce que si on a un problème de ça, l'échographe ne sert plus à rien. C'est la sonde qui compte. Et dans la sonde, c'est la partie grisâtre, c'est les cristaux qui sont chers et qui sont à préserver. Donc, là, c'est un peu, un peu plus détaillé. C'est quand on a cette force électrique qui va aller vers les cristaux, ces cristaux, ils vont par des phénomènes donc, physiques, ils vont se comprimer, ils vont se décomprimer. Comme vous voyez sur cette image. Là, ils se décompriment, là, ils se compriment, là, ils se décompriment, là, ils se compriment, etc. Et cette compression et décompression des cristaux, c'est ce qui va provoquer la compression et la décompression de l'air, ou bien du liquide, ou bien tout autre. Le truc que les ultrasons dépassent, en quelque sorte. Puis, ça va nous provoquer ce qu'on schématise, cette onde. Cette onde, en quelque sorte, sonore. Mais on va voir après qu'en réalité, cette onde, donc cette onde sonore, ce n'est pas comme ça en réalité. Ça, c'est juste une manière schématique pour faciliter en quelque sorte les différents cours, etc. On va voir ça en détail, donc ce qui se passe donc, pour la compression et décompression dans le chapitre de physique. Maintenant, on passe à ce que j'ai appelé évolution, c'est-à-dire comment ils ont évolué ces ultrasons. En quelque sorte, comment ils ont évolué l'image qu'on voit sur notre échographe. Alors, on a ici ce que j'ai schématisé comme sonde d'échographie, et là, on a les différents obstacles. C'est-à-dire, on va dire par exemple, on a le tissu cutané, le succute, l'os, tout ce que vous voulez. D'accord? Puis, on va aller comme ça. Donc, la première découverte des ultrasons, c'était ce qu'on appelle le A-mode. Ce qu'on appelle le mode A. Et le A, ça veut dire amplitude. C'est-à-dire, en quelque sorte, c'est un système qui va interpréter les différents sondes, en quelque sorte, parce que comme on a dit, le cristal ou bien donc la sonde d'échographie, elle va émettre des ultrasons et elle va puis recevoir elle va recevoir donc elle va recevoir l'impulsion que les différents obstacles vont renvoyer en quelque sorte vers cette sonde d'échographie. Puis, donc le premier système, c'était plus l'amplitude de cette onde reçue, plus elle est importante, plus il va mettre un trait important. Donc en quelque sorte, plus le truc, l'obstacle, plus il est épais, plus il est en quelque sorte, on va dire solide, il va émettre une onde plus importante. C'est-à-dire ici, par exemple, celui-là, c'est le plus ample, c'est le plus épais parce que ça correspond à celui-là. Et là, par exemple, le plus petit, c'est celui-là parce qu'il correspond au plus fin. C'est un peu ça le principe de A-mode. Bien sûr, on ne l'utilise plus maintenant. C'est juste à titre donc informatif. Puis, on a ce qu'on appelle le mode B. Donc, c'est le deuxième mode. B, c'est pour brightness, c'est-à-dire la lumière. Brightness, c'est-à-dire en
en quelque sorte le brillant, la brillance, voilà, brightness. Donc c'est la brillance. Là, c'est pas une question d'amplitude, c'est-à-dire c'est plus grand. Là, plus c'est ample, plus il devient en quelque sorte noir. Et plus c'est pas ample, et il s'approche vers le blanc. Et c'est en quelque sorte ce qu'on voit maintenant en échographie. Il y a certains trucs qui sont complètement blancs, c'est-à-dire ce qu'on appelle hyper échogène. Il y a des trucs qu'on voit complètement noirs, ce qu'on appelle anicogène. Entre les deux, on a ce qu'on appelle le truc gris isoéchogène, puis le truc un peu noir qu'on appelle hypoéchogène, et un truc qui est donc qui évolue donc un peu plus vers le blanc, ce qu'on appelle l'hyperéchogène. Voilà. Donc c'est par rapport à la brillance, et c'est la base de l'échographie en quelque sorte moderne. Puis il y a ce qu'on appelle le M-mode. M-mode, c'est par rapport motion. Motion, ça veut dire mouvement. C'est quoi ce mode? C'est tout simplement un mode en quelque sorte B, mais qui est au mouvement. C'est-à-dire, je prends un petit point de mode B, je prends une petite colonne de mode B et je la suis dans le temps. C'est-à-dire, si ce point de mode B, s'il bouge, je le vois comment il bouge avec le temps. C'est un peu ça. Si vous voyez sur ce schéma, par exemple, ici, ils ont bougé. Donc, ici, ils ont un peu glissé vers le bas. Donc, je le vois sur le mode B, comment il a glissé. C'est plus précis pour certaines mesures. On va voir ça en pratique, Inch'Allah. C'est juste... donc, il faut savoir que le M-mode, c'est un mode de B. Donc, il est venu du B-mode. Mais qui permet de voir ces structures au mouvement. Toujours dans l'évolution, il faut savoir que au début, il y avait juste donc en quelque sorte un seul cristal ou bien deux. C'est-à-dire il envoie une seule pulsion et on attend qu'elle revienne. Puis, avec le temps, ils ont constitué des cristaux avec un moteur. Donc il faut revenir, quand je reviens en mode B, par exemple, il ne permet pas de voir l'image qu'on voit maintenant. C'est juste une ligne. Mais avec le temps, ils ont découvert, ils ont en quelque sorte introduit un petit moteur, vous voyez ici, qui permet un aller-retour. Donc un aller et un retour de ce cristal qui va permettre d'envoyer différentes ondes à différents temps, comme vous voyez ici. Il y a la première onde ici, la deuxième ici, la troisième ici. Donc ça part en des temps différents et ça revient avec des temps différents. Puis elle a évolué encore mieux, parce que quand tu as un cristal qui part et qui revient, ça limite le nombre d'impulsions qu'on peut envoyer, qu'on peut recevoir. Donc ils ont reconstitué d'autres sondes d'échographie qui ont beaucoup de cristaux. Là, par exemple, j'ai schématisé 4. Bon, en réalité, c'est beaucoup plus que ça. J'ai schématisé, par exemple, 4. Et ces cristaux-là, ils envoient des impulsions à des différents temps. Et on reçoit avec des temps aussi, donc, différents. Il faut savoir que chaque cristal, il peut envoyer une impulsion. Il ne peut pas envoyer une autre avant que la première revienne. C'est-à-dire, à chaque fois, il est obligé d'envoyer une impulsion. Il attend que cette impulsion revienne pour qu'il puisse envoyer une autre. Et maintenant, avec donc l'avènement de ces sondes avec plusieurs cristaux, il y a ce qu'on appelle le B-mode. Bon, j'ai écrit BE mode pour dire bidimensional mode. C'est le mode bidimensionnel, c'est le mode qu'on voit maintenant sur les sondes d'échographie. Quand on met une sonde d'échographie, on voit une image bidimensionnelle. Il faut savoir que cette image bidimensionnelle, c'est l'aboutissement
de différentes B modes, de différentes brightness modes. C'est-à-dire, comme on a dit, chaque cristal, il envoie une impulsion. Chaque impulsion, elle constitue un brightness mode. Quand on a l'accumulation de différentes brightness modes, on aura le mode bidimensionnel. C'est-à-dire, c'est l'assemblement de plusieurs brightness mode qui va nous donner l'image bidimensionnelle qu'on appelle communément B-mode, qui va nous donner l'image qu'on voit maintenant sur les sondes d'échographie. Là, c'est juste un petit point sur qu'il faut savoir qu'il y a une option sur les sondes d'échographie, ce qu'on appelle donc le mode, ce qui constitue le focus, on va le voir après, c'est celui-là. Donc, c'est la capacité de... Pardon. Donc, c'est la capacité des... C'est la capacité des cristaux à envoyer leurs ultrasons vers une seule zone dans une profondeur précise pour avoir les meilleures résolutions de cet endroit. Pour avoir la meilleure image de cet endroit. C'est ce qu'on appelle donc en pratique le focus. Maintenant, on va donc parler sur le chapitre en quelque sorte, on va dire le plus dense. Il y a certains trucs qu'on a dit dans les diapos précédentes. Mais on va commencer maintenant donc la physique donc, proprement dite et qui va expliquer pas mal de phénomènes. Donc les ultrasons, c'est quoi? Donc c'est des ondes sonores dont la fréquence excède le 20 gigahertz. Donc ça c'est les ultrasons en général. Mais les ultrasons donc, qui nous concernent en échographie, ils sont plus de 1 MHz, généralement compris entre 2,5 et 15 MHz. Il faut savoir que plus la fréquence est élevée, plus la fréquence est élevée, la résolution est meilleure, mais la profondeur qu'on peut atteindre est plus basse. Puis on va parler donc de la fréquence. C'est quoi une fréquence? Donc la fréquence mesurée en Hertz, c'est le nombre des ondes ultrasons par seconde, par unité de temps, mais non, on utilise donc par seconde. Elle est mesurée en Hertz. Il faut savoir aussi donc que plus la fréquence est élevée, donc la meilleure est la résolution, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, donc moindre est la fréquence. Alors là, c'est un petit schéma qu'on a vu tout à l'heure. C'est les différentes ondes. Et ce qu'on appelle, donc bien sûr, on commence par des définitions. Donc des définitions des différents trucs de physique. Et ce qu'on appelle l'amplitude. Donc l'amplitude qu'on vous voyez ici mesurée. Donc l'amplitude, c'est quoi? C'est la force de l'onde. Il ne faut pas confondre force et fréquence. La fréquence, c'est le nombre d'ondes par seconde. Par contre, l'amplitude, c'est la force de cette onde. On peut avoir une onde avec une fréquence basse, mais avec une grande force. Et le contraire est vrai. La force, c'est quoi? Donc, c'est la force de cette onde mesurée en décibels. Je pense que ça vous dit quelque chose, ce mot décibel. Donc, décibel, c'est l'unité de mesure de la force de son, la force ou bien l'amplitude. Puis, il y a ce qu'on appelle la vitesse. La vitesse, c'est la vélocité ou bien vitesse. La vélocité, donc, c'est en quelque sorte la vitesse avec quoi les ultrasons traversent les différents tissus. Il faut savoir qu'elle est constante. Donc la vitesse, elle est constante dans les différents tissus. C'est-à-dire la vitesse du son dans l'air, elle est toujours la même. Peu importe la fréquence et peu importe la force. Donc dans le foie, c'est la même vitesse. Elle n'est pas, elle est constante. Mais c'est bizarre en quelque sorte qu'elle soit constante avec les différentes fréquences.
ou bien les différentes fréquences, ou bien différentes amplitudes. Alors, pourquoi? C'est juste par rapport à la vitesse qui est constante. Mais si on voit ici dans la formule de vitesse, on va comprendre pourquoi elle est constante. Parce qu'en réalité, la vitesse, elle dépend de... Donc, c'est la fréquence multipliée par la longueur. La longueur, donc, c'est la longueur de l'onde, comme on voit ici. Donc, si on a une fréquence élevée, la longueur, automatiquement, elle sera basse. Et si on a une fréquence basse, la longueur elle sera automatiquement élevée. Donc, en quelque sorte, elle dépend uniquement du tissu qu'elle traverse. C'est-à-dire que la fréquence et la longueur se compensent entre elles. Donc, tout dépend de la densité, la constitution du tissu qu'elle traverse. On va voir ça, bien sûr. Puis bien sûr, donc, on a dit tout à l'heure, donc la longueur c'est quoi? C'est la distance entre deux points de même amplitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je veux mesurer n'importe quel point, si je veux celui-là, je dois mesurer ici. Il faut exactement le même point. Si je veux prendre ça, je prends ça, etc. Maintenant, on va schématiser ce qui se passe réellement. Il faut imaginer que ce carré, il faut savoir, donc on va utiliser ça juste pour expliquer ce qui se passe réellement, mais après, on va juste utiliser ces ondes sonores parce que c'est plus facile à expliquer. Donc ce carré-là, il va schématiser en quelque sorte, notre tissu, que ce soit de l'air, que ce soit du foie, que ce soit du liquide, etc. Donc voilà, on va émettre des ultrasons. Si vous voyez ici, quand j'ai émis les ultrasons, il y a des zones de compression, c'est des zones qu'on a comprimées, et il y a des zones de décompression. Et c'est comme ça que ça se propage. Ça comprime, décomprime, puis ça se propage. Donc compression, décompression, compression, décompression, compression, décompression, jusqu'à ce que l'onde se propage. Ou bien qu'elle bute contre un obstacle et qu'elle va émettre une pulsion qui va revenir à notre centre. Et là, donc, on schématise toujours. Donc, elle est là, l'amplitude, c'est toujours la force. Puis, donc, on a ici la décompression, en quelque sorte, qui correspond à la partie inférieure. On a la compression qui correspond à la partie supérieure. Et on a la longueur, donc c'est la même longueur. C'est la longueur, donc c'est la distance entre, par exemple, entre compression et décompression dans le même point. Par exemple, si je prends la compression dans son maximum, la longueur, elle sera de la compression de son maximum vers jusqu'à la prochaine compression à son maximum. Et il y a ce qu'on appelle donc la période. La période, c'est le temps nécessaire pour un cycle. C'est-à-dire, c'est quoi la période? C'est le temps nécessaire pour un cycle, c'est le temps nécessaire pour une longueur. C'est-à-dire la longueur d'onde, elle prend combien de temps en quelque sorte, pour se propager. C'est-à-dire, si j'ai une longueur élevée, j'aurai un temps de période élevé. Si j'ai une longueur basse, j'aurai un temps de période bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sera le contraire de la fréquence. Si j'ai une fréquence élevée, j'aurai un temps de période bas. Parce que si j'ai une fréquence élevée, j'aurai une longueur basse. Comme on a dit tout à l'heure, elles sont inversement proportionnelles. Et puisque j'aurai une longueur basse, j'aurai un temps de période bas. Maintenant, on va parler donc un petit peu sur la production de l'image. On l'a dit tout à l'heure, on va juste le revoir rapide. Donc, on a dit que
on a un phénomène électrique donc qui va causer une compression et donc qui va causer une compression et décompression de cristal, qui va causer lui-même une compression et une décompression de tissu traversé, puis il va émettre des ondes comme ceci. Voilà. Mais si vous remarquez ici, en réalité, il n'a pas envoyé une seule longueur, c'est-à-dire une seule impulsion. C'est pas il n'a pas envoyé une seule impulsion. Si vous remarquez que toutes les impulsions envoyées, elles ne sont pas constituées d'une seule période, mais elles sont constituées entre 2 et 3 périodes, c'est-à-dire entre 2 et 3 longueurs en quelque sorte. Donc c'est comme ça que les ultrasons sont envoyés. Ils sont envoyés constitués de 2 à 3 fois la longueur d'onde, c'est-à-dire 2 à 3 cycles. Si on appelle longueur cycle, c'est 2 à 3 cycles. C'est comme ça qu'ils sont envoyés, en réalité, bien sûr. Puis, les ondes, bien sûr, envoyées, les cycles envoyés, ils vont revenir vers le téléviseur, en quelque sorte, ou bien ils vont revenir vers l'écran de l'échographe, et ils vont être interprétés et nous donner les différentes images qu'on voit. Voilà. Et il y a ce qu'on appelle maintenant la longueur d'impulsion. Alors, c'est quoi la différence? Je pense que vous pouvez déduire directement c'est quoi la différence entre longueur d'impulsion et longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est l'onde en quelque sorte sonore, mesurée, donc c'est l'onde sonore qu'on a vue tout à l'heure, qui est entre deux points de même amplitude. Par contre, la longueur d'impulsion, elle est constituée de 2 à 3 de la longueur d'onde. C'est tout. L'impulsion, c'est ce que le cristal envoie réellement. L'onde, c'est en quelque sorte, c'est la longueur entre deux points différents, entre deux points de même amplitude. Et encore une fois, c'est Menady qui vient de m'interrompre. Alors, je disais, la longueur d'impulsion, donc, elle est constituée de 2 à 3 fois la longueur d'onde. Il faut juste savoir différencier longueur d'impulsion. 2 à 3 fois la même onde. La même onde, c'est-à-dire la même longueur d'onde. C'est juste une question de définition. Donc, longueur d'impulsion, c'est 2 à 3 fois la longueur d'onde, c'est-à-dire la longueur de l'onde qu'on a vue tout à l'heure. Donc voilà, on a dit ici l'impulsion. Donc l'impulsion l'impulsion, c'est quoi? Le train intermittent donc d'ultrason. Ici il y a une erreur, c'est pas OS, c'est US ultrasound, de même fréquence. Donc il faut savoir que l'impulsion, elle est constituée, comme on a dit, de 2 à 3 ondes, mais de même impulsion. Il ne peut pas envoyer dans la même impulsion, il ne peut pas envoyer différentes fréquences de la même différentes fréquences d'ultrason. Et on revient à ce qu'on a dit aussi tout à l'heure, ils doivent être suffisamment espacés pour un aller-retour. Ça veut dire quoi? Que l'impulsion, maintenant on va parler d'impulsion. L'impulsion, c'est 2-3 fois l'onde. Je pense qu'on est d'accord sur ça. L'impulsion envoyée par le cristal, elle doit faire un aller et un retour. Parce que comme on a dit tout à l'heure, le cristal ne peut pas envoyer plusieurs avant que l'autre revienne. C'est en quelque sorte qui va limiter certains trucs qu'on va voir après. Elles doivent être suffisamment espacées. Ça veut dire que si l'on voit, il doit attendre qu'elle part et qu'elle revienne. Donc on comprend un truc ici.
que si je mets une profondeur à 20 cm, ou bien je mets une profondeur à 5 cm de mon échographe, ça ne va pas être en quelque sorte la même distance à parcourir. Donc une c'est 20, une c'est 5 cm. Donc puisque c'est pas la même distance, donc en quelque sorte où on a mis 5 cm, il peut envoyer 4 fois le nombre d'impulsions que celui de 20 cm. C'est-à-dire 20 cm, il envoie par exemple une impulsion chaque seconde. L'autre, à 5 cm, il peut envoyer une impulsion tous les 0,25 secondes. Et puisqu'il peut envoyer plus d'impulsions dans la petite profondeur, on comprend que la résolution, ce qu'on va voir après, donc la résolution temporaire, elle va être meilleure. La résolution temporaire. C'est-à-dire, si j'ai quelque chose qui bouge, par exemple, qui bouge 2 fois par seconde, et que je mets une profondeur à 20 cm, je ne pourrai pas voir le mouvement. Par contre, si je mets une profondeur à 5 cm, je vais voir le mouvement. Parce que ma vitesse d'impulsion d'un aller-retour, elle dépasse la vitesse de ce mouvement. Et c'est ça qui est important dans certains phénomènes qu'on va voir après. Pas forcément, donc on va voir après, pas forcément dans cette diapo, mais c'est surtout important aussi dans la physique de Doppler qu'on va voir après, Inch'Allah. Bien sûr, il y aura une diapo, Inch'Allah, sur le phénomène physique de Doppler. Maintenant, c'est en quelque sorte, j'ai anticipé un peu, la période de répétition. C'est quoi la période de répétition? C'est le temps pour un aller-retour. On va voir ça après. Donc la période de répétition, c'est donc le temps pour un aller-retour. Et c'est ça ce qui va être limité. C'est-à-dire que la période de répétition, elle est limitée dans certains cas. Lorsqu'on a une vélocité élevée de tissu, par exemple, ou bien autre chose. C'est par exemple le tissu, parce qu'il ne faut pas imaginer juste le foie. Il y a le sang, il y a le cœur qui bouge, il y a les fuites, par exemple, ce qu'on appelle la fuite mitrale, etc., qui peuvent avoir des vélocités de mouvement élevées. Et quand on a une période de répétition qui est limitée, il ne pourra plus voir les phénomènes de régurgitation, par exemple mitrale, ou bien de Doppler artériel, etc. Donc, retenez que la période de répétition, c'est le temps pour un aller-retour. C'est le temps qui prend pour aller et revenir, donc pour un aller-retour de l'impulsion. Et qu'on devine qu'elle est limitée par la profondeur, par exemple. Si on a une profondeur élevée, j'aurai une période de répétition qui est plus basse. Une période de répétition plus élevée, c'est-à-dire le temps nécessaire pour un aller-retour quand c'est le tissu, ou bien quand ma profondeur est élevée, elle est plus élevée. Donc, ce qu'on va voir juste après, donc le nombre de périodes de répétition, en quelque sorte, elle va être limitée. C'est pour ça, j'insiste par exemple sur le fait qu'il faut toujours utiliser la profondeur. Ça, c'est la première donc, des choses en quelque sorte à comprendre de ces phénomènes physiques. Il faut toujours adapter la profondeur à ce qu'on veut. Si j'ai besoin d'une profondeur de 5 cm, il ne faut pas mettre une profondeur à 20 cm. Il faut mettre la profondeur minimale obligatoire. Bien sûr, si j'ai besoin d'avoir quelque chose à 20 cm de profondeur, je serai obligé de mettre. Mais on va en quelque sorte sacrifier certains trucs. Alors, je reprends. Donc, on a dit période de répétition, donc c'est le temps pour un aller et retour. Et il y a ce qu'on appelle aussi donc, le période repetition frequency. Donc, c'est en quelque sorte la fréquence, c'est pas la fréquence Hertz, c'est une fréquence en quelque sorte, c'est la fréquence maximale que le cristal peut envoyer dans une seconde. J'explique. Si on a une période de répétition, c'est-à-dire on a une période par exemple de 100 par exemple, de 100 millisecondes. Donc on devine que
100 millisecondes, c'est-à-dire pour un aller 50 millisecondes, pour un retour 50 millisecondes. Donc, j'ai une période de 100 millisecondes. On devine que dans une seconde, au maximum, il peut envoyer 10. Il peut envoyer et recevoir que 10 impulsions. Par contre, j'ai une période de répétition de 10 millisecondes. Là, il peut envoyer jusqu'à 100 impulsions par seconde. C'est pour cela, c'est important. Il faut savoir que, on va voir ça, c'est en quelque sorte, il faut qu'il soit au moins le double, mais il faut savoir que au moins, la période de répétition, elle doit dépasser la vitesse en quelque sorte, elle doit dépasser la vitesse du phénomène qu'on veut voir. C'est-à-dire, si on a une régurgitation mitrale avec une vitesse élevée qui dépasse notre PR, donc Period Repetition Frequency, PRF, qui dépasse notre PRF, et il ne va pas pouvoir la voir. On va voir ce qu'on appelle le phénomène d'aliasing. On va voir ça avec le Doppler. L'essentiel. Si on a une période essentielle, pourquoi c'est important de connaître cette période de répétition, donc fréquence de période de fréquence, la fréquence de période de répétition, c'est le nombre, la fréquence de période de répétition, c'est le nombre de périodes de répétition par seconde. C'est comme la fréquence. La fréquence, c'est le nombre d'ondes par seconde. Là, c'est le nombre de périodes de répétition par seconde. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est ça. Parce qu'elle doit dépasser au moins de double pour pouvoir capter correctement en quelque sorte le phénomène qu'on veut voir. Mais ça, on va le détailler surtout avec avec le Doppler. Voilà, fréquence de répétition des impulsions, c'est le nombre d'impulsions par unité de temps. Notre unité de temps, c'est les secondes. Alors, maintenant, j'espère que vous avez compris. En tout cas, on vous laissera une séance pour des questions-réponses. Ne vous inquiétez pas. C'est juste que je vous conseille de voir toute la vidéo, puis essayer de nous poser les différentes questions. Parce qu'il y a certaines réponses qu'on va voir après des trucs, peut-être vous n'avez pas compris. Là, on schématise comme d'habitude notre sonde notre sonde d'échographie avec notre tissu en quelque sorte. Puis, comme on a dit, l'échographe, il envoie des impulsions. Puis, il va être compromis à des différents obstacles. Et si vous voyez ici, on a un petit obstacle ici. C'est un petit obstacle, mais il y a aussi, ici par exemple, un obstacle, le tissu lui-même. Ce qui nous intéresse ici, c'est on va voir les phénomènes qui arrivent aux ultrasons avec l'interaction ultrason et tissu. Si vous remarquez déjà ici, c'est pas le même angle. Ici, c'est un angle perpendiculaire de 90 degrés par rapport au tissu. Et ici, c'est un angle, je ne sais pas, environ de 30 degrés. L'essentiel, c'est pas un angle, il n'est pas perpendiculaire. Qu'est-ce qui va se passer? On a ce qu'on appelle la réflexion. La réflexion, c'est quand l'ultrason fait impacter un tissu, elle va revenir. Mais il faut savoir qu'elle revient avec le même angle d'interaction. C'est-à-dire, si elle est 90 degrés, elle va revenir à 90 degrés. Si elle est à 30 degrés comme ça, elle va revenir comme ça. Et c'est ça ce qui fait donc l'importance de cet angle. Parce que j'ai envoyé à 30 degrés, elle revient à 30 degrés, la sonde ne va pas capter l'ultrason qui est revenu, parce qu'il n'est pas dans l'angle comme vous voyez ici. Si vous voyez ici, elle est comme ça. Elle ne va pas le capter. Par contre, celui-là qui est comme ça, elle va le capter. C'est pour ça, il faut toujours être perpendiculaire au tissu.
C'est un truc que j'insiste, sur lequel j'insiste beaucoup. Ceux qui ont travaillé avec moi le savent. Essentiel. C'est pour ça qu'il faut être toujours perpendiculaire à mon tissu pour capter les différentes réflexions. Sinon, vous ne pourrez pas les... Et ceux qui utilisent l'échographe l'ont constaté. C'est quand ils inclinent leur échographe un peu trop, ils ne voient plus rien. Mais quand ils le montent perpendiculaire, il y a une meilleure image. Donc c'est ça le phénomène de réflexion. Puis donc voilà, si on est perpendiculaire, on va voir bien. Si on n'est pas perpendiculaire, on ne va pas voir bien. Puis il y a le phénomène donc de réflexion toujours, mais qui peut être incomplet. C'est-à-dire, il y a une part qui continue à traverser le tissu, il y a une part qui revient. C'est ça la réflexion incomplète. Il y a puis aussi donc le phénomène de réfraction. Ce phénomène de réfraction, c'est en quelque sorte, c'est un changement d'angle de notre impulsion. C'est-à-dire, elle était comme ça, puis elle part comme ça. C'est pour ça que ça peut un peu prendre confusion dans certains cas, qu'on voit un truc, mais réellement, c'est pas sa place. Réellement, il est un peu dévié. Puis, il y a ce qu'on appelle le phénomène d'absorption. Ça, en quelque sorte, il y a certaines... une part, en quelque sorte, de l'énergie qui est émise. Les ultrations, c'est, comme on a dit tout à l'heure, c'est une énergie mécanique. Elle est absorbée par le tissu et elle est transformée en chaleur. Vous savez que l'énergie, elle ne se perd pas, elle se transforme. Donc, elle est absorbée, elle est transformée en chaleur. Et puis, il y a un phénomène un peu amusant, ce qu'on appelle la dispersion. Cette dispersion, c'est quoi? C'est quand l'ultrason fait impact à une petite structure, on va dire des cellules ou autres. C'est pour ça que c'est représenté surtout par le parenchyme. Elle va se disperser. C'est-à-dire, elle part de part et d'autre. Il y a certaines ondes, bien sûr, qui vont revenir à notre sonde, mais la plupart, elles partent comme ça, par-ci, par-là, etc. C'est pour ça qu'on voit, les tissus généralement iso-icogènes, mais qu'on n'arrive pas à différencier exactement. C'est-à-dire, on ne voit pas les cellules. On ne voit pas, par exemple, les lobules hépatiques, par exemple, etc. On ne les voit pas. On n'arrive pas à les distinguer parce qu'ils sont tout petits, que on va pas les distinguer, mais on va voir un truc grisâtre, iso-icogène. Donc c'est le phénomène c'est le phénomène de dispersion, et on le voit, ce phénomène de dispersion, quand la structure qu'on dépasse, elle est inférieure à notre longueur d'onde, c'est-à-dire des trucs tout petits. C'est pour ça, quand on a une longueur d'onde petite, c'est-à-dire une fréquence élevée, on va voir mieux qu'une fréquence basse, c'est-à-dire une longueur d'onde élevée. Donc, quand on a une fréquence élevée, notre longueur d'onde elle est tout petite, qu'elle peut voir vraiment des structures trop basses qu'elle traverse, parce qu'il n'y aura pas de phénomène de dispersion, parce qu'elle est plus petite que la structure. Par contre, si on a une fréquence élevée, donc des ondes qui sont grandes, elles vont traverser des structures plus ou moins petites, mais on ne pourra pas les voir correctement. Donc il y a le phénomène de dispersion, parce que notre onde elle est trop grande pour qu'elle distingue cette petite structure. Donc c'est ce qui explique pourquoi une grande fréquence, on voit bien, une petite fréquence, on ne voit pas bien. Par contre, pourquoi on ne peut pas voir en profondeur? Là, c'est en quelque sorte le contraire. Parce que quand on a une grande fréquence, il n'y a pas une interaction avec tous les tissus. Les petites structures, on n'interagit pas. Les grandes fréquences n'interagissent pas avec les petites structures. C'est ce qu'on vient de dire. Donc, elle peut aller en profondeur. Par contre, les grandes fréquences interagissent avec les tout petites structures. Donc, elle interagit avec beaucoup de structures petites que les ondes, elles sont toutes, en quelque sorte, elles reviennent vite et qu'elles ne peuvent pas aller en profondeur. Voilà. Et il y a le phénomène d'atténuation. Donc, le phénomène d'atténuation, c'est en quelque sorte le tout de ça. C'est le temps de réflexion complète, incomplète. Donc, c'est la somme de l'absorption, de la dispersion, etc. C'est pour ça, plus on avance, plus l'image, elle devient donc
elle n'est pas, elle devient mâle en quelque sorte. C'est pas les mots. L'essentiel. Plus on traverse dans le tissu, plus notre image donc elle perd sa qualité. C'est par rapport au phénomène d'atténuation qui est la somme de différents phénomènes qu'on vient de voir. C'est pour ça l'atténuation, elle est importante quand on a une fréquence élevée et l'atténuation, elle est moins importante quand on a des fréquences basses. C'est pour ça avec les fréquences basses, on peut voir en profondeur. Et c'est là que vient l'intérêt. Donc, comme on a dit, l'atténuation, elle dépend des tissus, donc de la fréquence et de la profondeur, bien sûr. Il y a des tissus donc qui reflètent beaucoup, il y a des tissus qui ne reflètent pas beaucoup. Par exemple, l'air, il reflète tout, donc on ne voit plus rien après l'air. Donc, il a une atténuation très importante. L'os aussi, il reflète environ 60% des tissus. Par contre, le liquide, il laisse passer la plupart des tissus, donc il n'est pas en quelque sorte, parce que l'eau, il n'y a que de l'eau, il n'y a pas de cellules, il n'y a rien du tout, donc des structures très petites, donc les ultrasons, ils passent, parce qu'en quelque sorte, ils n'interagissent pas vraiment avec. Et là, donc, on retrouve l'intérêt de ce qu'on appelle le gain étagé, bien le temps de gain, donc c'est le gain time gain, essentiel, le gain étagé. C'est ce qui nous permet donc de modifier l'amplification en quelque sorte du signal. Le gain, c'est l'amplification. Quand on a un gain élevé, on a une amplification importante de l'image. Amplification, donc, c'est plus hyperéchogène. Le gain étagé, il nous permet de changer l'amplification donc à des différents étages. Donc, c'est pour ça qu'on met un gain élevé en profondeur et un gain plus bas en superficie, c'est pour en quelque sorte garder la même image. Donc, on va dire un mot maintenant, on va essayer de détailler un peu quelques phénomènes qu'on vient de voir, ce qu'on appelle par exemple la vélocité. Maintenant, on va voir la vélocité, la vitesse donc des ultrasons dans les différents tissus. Ici, si vous voyez bien, les tissus soft tissue, donc le tissu de l'organisme en quelque sorte, la vitesse elle est de 1540. Donc on retient que la vitesse des ultrasons dans les tissus, d'une manière moyenne, elle est de 1540 mètres par seconde. Et comme vous voyez ici, donc par exemple la fréquence de l'air, au niveau de l'air c'est 330 mm par seconde, et le bone, donc l'os, elle est de 4080 mètres par seconde. Pourquoi c'est important? Alors c'est important de connaître la vitesse des ultrasons dans les tissus, pour connaître, c'est en quelque sorte la base de mesure de la profondeur. On va voir juste après. C'est la base de mesure de la profondeur d'un point quelconque. Par contre, pourquoi aussi c'est important de connaître qu'il y a une grande différence, si vous remarquez, entre la vitesse de l'air et la vitesse du tissu. Il y a une grande différence entre la vitesse du tissu et la vitesse de l'os. Parce que l'interaction en quelque sorte, c'est l'interaction entre deux tissus avec des vélocités, avec une différence de vélocité importante, c'est ce qui cause en quelque sorte un phénomène de réflexion de la quasi-totalité des ondes. C'est pour cela que quand on traverse le tissu cutané, sous-cutané et les muscles, si vous remarquez ici, fat, water, liver, kidney, blood, etc., c'est pratiquement, elles sont très proches. Donc, il n'y a pas une réflexion très importante entre les différents tissus. Donc, c'est cette différence de vitesse qui va en quelque sorte influencer la réfraction en quelque sorte. C'est-à-dire s'il y a une différence de vitesse très importante, comme c'est le cas par exemple entre le muscle et qui est de 1580 et le bone, donc qui est de 4000, il y aura une réfraction très importante qui va gêner donc les ultrasons
C'est pour ça qu'on voit rien, enfin, c'est pas on voit rien, on voit pratiquement rien entre l'os et euh, on voit pratiquement plus rien après l'os. Parce qu'il y a une différence de villosité importante. Et ça explique aussi qu'on voit quasiment rien du tout, donc presque on va dire qu'on ne voit rien du tout après l'air, parce que l'air, la vélocité elle est de 330 et le tissu elle est de 1500, c'est-à-dire 5 fois plus importante. Donc c'est parmi les trucs qui nous permettent donc c'est pour cela la physique nous permet de comprendre pas mal de trucs. Et parmi les trucs, c'est pourquoi on ne voit rien après l'air et presque rien après l'os. On va s'étaler un peu plus sur le phénomène d'atténuation. Alors l'atténuation, c'est le phénomène qu'on a vu tout à l'heure, donc avec les différentes interactions avec les différents tissus, l'absorption, la réfraction, etc. L'image s'atténue, donc elle devient de moins en moins grande avec la profondeur. Et il faut savoir que les différents tissus ont une atténuation plus ou moins importante. Par exemple, l'eau, l'atténuation elle est de 0. C'est pour ça qu'on utilise le gel c'est un gel qui contient de l'eau et d'autres choses qui est liquide. C'est pour ça qu'on applique du gel pour améliorer la visibilité et pour éliminer l'air, parce que l'air ne peut rien voir. Et que l'eau n'a pas de résistance en quelque sorte. Il n'a pas d'impédance en quelque sorte. La résistance, elle est basse aux ultrasons, c'est pour ça. Après l'eau, on voit très bien. Ça peut expliquer aussi le phénomène qu'on va voir après aussi, donc ce qu'on appelle le renforcement postérieur. Le renforcement postérieur, c'est quoi? C'est une amélioration de l'image après un liquide. Par contre, le bone, donc l'atténuation, elle est de 5. Et l'air, elle est de 10. Donc c'est l'air qui a une atténuation la plus importante. Elle est 2 fois. Elle est 2 fois l'os. C'est pour ça l'air, c'est l'ennemi numéro 1 des ultrasons. L'os, en quelque sorte, on va dire l'ennemi numéro 2. Voilà. C'est pour ça, par exemple, quand on fait de l'écho pulmonaire ou bien de l'échographie cardiaque, on est toujours obligé de passer entre les côtes. Et que quand on a un polytrome avec un emphysème pulmonaire, eh bien, vous n'allez rien voir après cet emphysème. C'est en quelque sorte le problème, le big problem avec l'échographie. Et là, c'est ce qu'on appelle l'atténuation, donc le coefficient d'atténuation, etc. C'est juste ce qui nous intéresse, c'est l'intensité de réduction et donc du centimètre. Donc, c'est-à-dire, si on prend une profondeur de 10 cm, avec les différents, en quelque sorte, tissus, ou bien avec les différents tissus, et... Ah non, celle-là, elle parle de la fréquence. Elle est en quelque sorte spécifique de la fréquence, parce qu'on a dit tout à l'heure que la fréquence, plus la fréquence est élevée, l'atténuation elle est plus importante, on ne voit plus en rien en profondeur. C'est pour cela, par exemple, les fréquences de 2, l'intensité elle est réduite de 90% à 10 cm. Par contre, une fréquence de 10, l'atténuation, donc l'intensité, elle est réduite de 99,99% à 10 cm. Et elle est réduite de 68% à 1 cm. Par contre, à 2 de fréquence, l'intensité, elle est réduite uniquement de 21% à 1 cm. Donc, et en pratique, on dit que les sondes avec haute fréquence, c'est-à-dire 6, 7, etc., on voit à 5-6 cm de profondeur. Au-delà, on ne peut rien voir. Voilà. Le gain, donc, on a dit tout à l'heure, le gain, c'est en quelque sorte, c'est la puissance c'est la puissance donc de reconstitution de l'image. Si on met un gain élevé, donc on reconstitue bien l'image, elle est plus hypercouchée. Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle le gain total. Le gain total, c'est toute l'image. Donc si on met un gain élevé, c'est un bouton qu'on va voir après. Donc
Si un gain total il est élevé, donc on va voir bien, on va être hyperécogène. Le contraire est vrai. Il y a ce qu'on appelle le gain étagé. Le gain étagé, c'est en quelque sorte, c'est des mini-gains totaux, selon les étages. Donc, c'est ce qu'on fait en pratique, c'est on met un gain étagé plus élevé en bas et moins élevé en haut pour harmoniser l'image. Voilà, donc c'est une image du gain étagé de notre échographe. Maintenant, la profondeur. Alors, la profondeur, comme on voit ici, une impulsion, elle est envoyée et elle revient. Comment on peut donc mesurer la profondeur? C'est pour ça, tout à l'heure, on parlait de vélocité. En quelque sorte, la distance, c'est quoi? C'est la vélocité fois le temps sur 2. Pourquoi? Donc, la distance, c'est connu, la vitesse fois le temps, la distance, sur 2, parce qu'elle est obligée d'aller et un retour. C'est comme ça qu'on mesure la profondeur d'une image. Voilà. Mais maintenant, on va s'étaler un peu plus sur un petit phénomène ici, qu'on voit sur cette image. Je pense que vous avez compris par rapport à la vitesse. Donc, la distance, c'est la vitesse fois le temps sur 2. En quelque sorte, c'est des mesures directement c'est mesuré directement dans la machine. Il vous affiche d'emblée la profondeur. Mais c'est juste pour dire comment on mesure ça. Par contre, ici, on voit un phénomène. Ici, donc, on a le foie. Ça, c'est le tissu hépatique. Ça, c'est le diaphragme. Et ça, c'est une masse. D'accord? Puis, mais il y a un truc. Le diaphragme, il a l'air cassé. Pourquoi il a l'air comme ça, le diaphragme? Il a l'air cassé. Alors, c'est tout simplement une différence de vélocité. Tout simplement. C'est la vitesse qui est ça. Parce qu'on a dit tout à l'heure que la profondeur est mesurée de la vitesse et du temps. La vitesse, elle est constante. Par contre, c'est le temps parcouru pour un aller-retour qui fait des différences en quelque sorte. Pourquoi ici, il a mis le diaphragme comme s'il est cassé? Parce que la vitesse, en quelque sorte, parcourue dans le parenchyme hépatique n'est pas exactement la même vitesse parcourue dans cette masse. C'est-à-dire cette masse, elle est un peu plus, donc les ultrasons traversent cette masse un peu plus d'une vitesse un peu plus basse que le parenchyme pulmonaire. C'est pour ça qu'il y avait un retard, en quelque sorte, des ultrasons envoyés derrière, vous voyez comme ça, par rapport à ça. Il y a un retard, elles ont mis un retard pour traverser cette petite structure, cette petite masse. C'est pour ça que le diaphragme, il paraît plus éloigné derrière cette masse que le reste du parenchyme hépatique. Et c'est pour ça, ça nous permet de deviner que cette masse, c'est du gras. Parce qu'on sait que le gras, il est à 1450 de vitesse. Par contre, le tissu hépatique, il est à 1540. Donc, c'est juste une petite nuance pour vous expliquer pourquoi c'est important de connaître ce genre de truc. Donc, cela, en connaissant cette base physique, on sait que cette image, ce n'est pas un problème au niveau du diaphragme. Ce n'est pas une rupture diaphragmatique ou autre chose. C'est juste un phénomène en rapport avec une petite différence de vélocité entre le tissu graisseux et le foie. Voilà.